Salut à tous les petits potes, c'est Yugi et ça fait plaisir de vous retrouver sur YouTube après cette longue absence. Alors vous en avez peut-être entendu parler, mais le dernier film de Miyazaki, Le Garçon et le Héron, est déjà sorti au Japon le 14 juillet. Et il s'est fait très discret, il n'y a pas eu de promotion. Ici on a eu droit à un petit trailer dont je vous montre les images, et à cette occasion je me suis refait la filmographie du maître de l'animation japonaise. Après vous avoir parlé du voyage de Chihiro, j'aimerais beaucoup vous parler d'un film magnifique visuellement, mais aussi très important dans ses thématiques et que je trouve bien trop sous-estimé malheureusement. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble Ponyo sur la falaise. Ponyo veut devenir humaine. Humaine? Tu veux devenir comme ces créatures? Alors qu'il joue sur la plage, le petit Sosuke, 5 ans, découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Ponyo est aussi fasciné par Sosuke que ce dernier l'est par elle. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto, un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer, la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s'échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l'élixir magique de Fujimoto dans l'océan. Le niveau de la mer s'élève et les sœurs de Ponyo sont transformées en vagues gigantesques qui montent jusqu'à la maison de Sosuke sur la falaise et engloutissent tout le village. Ponyo sur la falaise est un film en apparence très enfantin, à l'histoire simple et charmante, avec une histoire d'amour entre deux enfants qui est touchante. Pourtant, le 9e film de Miyazaki cache des thématiques bien plus profondes, bien plus sombres, si j'ose dire. Et pour comprendre ces thématiques, je vous propose de revenir à la genèse du projet. C'est en 2006 que Miyazaki esquisse les premiers traits de Ponyo, 4 ans après le château ambulant. Le réalisateur s'est nourri de multiples inspirations, parmi lesquelles on retrouve évidemment le conte de la petite sirène de Christian Andersen, qui présente de nombreuses similitudes avec le film Ponyo. Une autre référence pour le réalisateur est très certainement La Tempête de William Shakespeare, une des œuvres tardives du célèbre dramaturge anglais qui met en scène des cataclysmes provoqués par le duc Prospero, possédant des pouvoirs magiques et pouvant maîtriser les éléments naturels. L'élément déclencheur pour Miyazaki a sans doute été son séjour dans le petit village portuaire de Tomonura. Mais là, pour bien comprendre, il faut que je vous remette un peu de contexte. En 2005, après avoir achevé le château ambulant, le maître de l'animation japonaise, qui avait alors 64 ans, a décidé de se retirer pendant un mois dans une petite villa située sur une colline surplombant un village de pêcheurs. Il en profite pour se ressourcer et pour réfléchir à l'avenir du studio Ghibli. Cette retraite nous est montrée dans l'excellent documentaire 10 ans avec Hayao Miyazaki. Je vous mets le lien en description. Là-bas, l'animateur passe son temps à écouter de la musique classique et à lire des œuvres de Natsume Soseki. C'est un auteur japonais de romans et de nouvelles, représentatif de la transition du Japon vers la modernité pendant l'ère Meiji. Ce romancier va avoir une influence sur la production du film Ponyo. Il y a un roman de Soseki qui va tout particulièrement retenir l'attention de Miyazaki. Ce roman, c'est La Porte, dans lequel un petit garçon, nommé Sosuke, vit au pied d'une falaise. Alors, à part le héros qui partage le même nom que le petit Sosuke, le livre n'a absolument rien à voir avec le film. Mais l'influence de Soseki ne s'arrête pas là, car le tableau préféré de cet auteur, c'est celui-là. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il se nomme Ophélia et a été peint par John Everett Millais. Il représente une femme noyée dans un bassin fleuri. Je crois que les étudiants en histoire de l'art me tueraient pour cette description. Si c'est votre cas, manifestez-vous en commentaire. Ce tableau va profondément marquer Miyazaki, à tel point que cette image va devenir une véritable obsession. L'animateur va même se rendre en Angleterre pour pouvoir observer le tableau directement. Il va en ramener une affiche qu'il accroche dans son atelier. C'est cette œuvre qui a inspiré Grandma Mare, la mère de Ponyo, qui n'est autre que la déesse de l'océan en fin de compte. Avec tout ça, nous avons tous les ingrédients pour réaliser un grand film. De cette manière, Miyazaki, tel le sorcier Fujimoto, va prendre son chaudron et y mélanger toutes ses inspirations.
Il va y mettre du conte de la petite sirène, la tempête de Shakespeare, il va y mettre l'histoire d'un garçon qui vivait sur une falaise, il va s'inspirer du tableau Ophélia de Millet, et en mélangeant tout ça, il va obtenir un nouveau conte merveilleux qui va pouvoir siéger parmi les grandes histoires qui ont fait la renommée du studio, aux côtés du Voyage de Chihiro ou encore de Princesse Mononoke. C'est bien beau tout ça, mais à la fin du visionnage, il y a tout de même une question qui m'est restée en tête, et qui persiste jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi la morale de cette histoire ? C'est quoi la morale de Ponyo sur la falaise ? Car, même si la fin nous est livrée sur un plateau et a des allures de happy end, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose de plus complexe. Eh bien, je vous propose d'analyser ça ensemble. Visuellement et artistiquement, c'est splendide. L'animation est intégralement réalisée en 2D, alors que Le Château Ambulant, le précédent film du réalisateur, possédait certaines animations 3D, comme le fameux château du titre. Miyazaki a pris en charge le storyboard et a posé les jalons de la direction artistique, en proposant des sketchs couleurs donnant la patte graphique du film. Ce petit bijou d'animation a demandé la participation de plus de 400 artistes durant près de 25 mois. Miyazaki s'est également occupé de retoucher de nombreuses poses clés. Le style minimaliste et les traits clairs, épurés de l'animation donnent encore plus d'impact à ce monde enfantin. Dès le générique d'ouverture, le ton nous est donné, et nous sommes introduits à cet univers de l'enfance qui a des airs de passé lointain. Presque de légende avec ce générique mélancolique et lancinant qui nous rappelle les fresques médiévales comme une sorte de tapisserie de Bayeux. Comme de nombreux grands créateurs, Miyazaki projette beaucoup de ses obsessions dans ses films. Cela passe par des thématiques récurrentes que l'on retrouve dans quasiment tous ses films, telles que l'écologie, le retour à un mode de vie traditionnel, l'opposition entre la nature et l'industrie, des personnages féminins forts et affirmés, des personnages masculins dont le rôle est questionné ou qui sont eux-mêmes en questionnement, des éléments de magie, des histoires tirées de contes tant occidentaux que orientaux, et mélangeant d'ailleurs les cultures avec des éléments du folklore et du bestiaire fantastique. J'ai oublié de citer des petits plats qui ont fait saliver des générations entières. Tous ces éléments donnent une patte originale et reconnaissable entre mille à ses œuvres, que l'on identifie clairement comme provenant de l'imaginaire de Miyazaki. Mais ça, si vous êtes un amateur d'animation japonaise et des studios Ghibli, vous le savez probablement déjà. Ce dont les gens parlent moins en revanche, ce sont des projections de Miyazaki lui-même dans les personnages qui peuplent ses œuvres. De cette manière, on peut voir dans le sorcier Fujimoto le vieux Miyazaki, un être vivant dans les fonds marins et reniant ses origines humaines, pestant contre ces êtres qui détériorent les océans et leur environnement. On reconnaît aisément dans ce personnage le réalisateur japonais lui-même, qui est un fervent militant écologiste, anticonsumériste et qui prône un retour à un mode de vie traditionnel où l'ancienne et la nouvelle génération marcheraient ensemble main dans la main. Ce sorcier est le père de Ponyo. Et à la manière de Neptune, le roi de la mer dans La Petite Sirène, il met en garde Ponyo sur la dangerosité du monde humain et de l'inconscience de cette espèce. Toute communication entre le monde humain et le monde marin est formellement interdite. Tu le sais, tout le monde le sait. Il serait mort. Ponyo veut devenir humaine. Humaine ? Tu veux devenir comme ces créatures ? Ce personnage rêve de voir le monde englouti et que la Terre retourne à l'âge du Dévonien, l'ère des poissons. On pourrait décrire Fujimoto comme une sorte de révolutionnaire écologique et dont le discours rappelle celui de Miyazaki lorsqu'il disait « Je veux voir la mer engloutir Tokyo ». L'autrice Suzanne Napier écrira à ce sujet « Le mépris et la colère de Fujimoto laissent entrevoir la face la plus sombre de Miyazaki, tandis que ses formidables talents de sorcier évoquent le pouvoir de l'animation, et celui de l'animateur lui-même. » Mais on retrouve également de la personnalité de Miyazaki dans le caractère des deux petits amoureux. Dans le petit Sosuke d'abord, un gentil petit garçon très intelligent et mûr pour son âge, qui prend soin de sa mère, tout comme le faisait le petit Miyazaki avec sa mère Alite. Quant à Ponyo, elle représente beaucoup plus le réalisateur fougueux à ses débuts dans l'animation dans les années 60. Le film dans son intégralité pourrait tout autant être vu sous le prisme de l'état du studio Ghibli, que Miyazaki et Suzuki, le producteur des studios, n'hésitent pas à qualifier de bateau qui risque le naufrage à tout moment. C'est cette imagerie donc du bateau, de la mer et de la catastrophe qui va véritablement obséder le réalisateur,
tout au long de la production de Ponyo. Le film déploie toute une galerie de personnages, et tous se construisent par rapport à la mer, qui est ce qu'on pourrait appeler un personnage paysage. Dans la même veine, on pourrait aussi citer la forêt du Shishigami dans Princesse Mononoke, la Fukai hantée par les insectes dans Nausicaa, ou la ville européenne dans Kiki la petite sorcière. Mais revenons-en à nos poissons. Même si la rencontre entre Ponyo et Sosuke est l'élément déclencheur du film, c'est bien la relation que les personnages entretiennent avec la mer qui fait avancer le récit. Concernant Fujimoto, il s'agit d'un être humain qui souhaite devenir une créature de la mer, et qui a les humains en horreur. Il veut se servir de la mer comme une arme. Assez paradoxalement, pour tout engloutir. Ponyo, dans sa construction de personnage, est exactement à l'opposé de son père, car elle est un poisson qui désire devenir humaine. Quant à Sosuke, il a un rapport ludique et de curiosité avec la mer. Cette vaste étendue d'eau est la promesse d'aventure. Il aime jouer avec son petit bateau qui prendra toute son importance dans la deuxième partie du film. Il connaît le morse et la navigation ne semble pas du tout lui faire peur. Il faut aussi citer Koichi, le père de Sosuke, qui a également un rapport aventureux à la mer, mais un côté plus insouciant ou inconscient. Dans ce rapport qu'ont les personnages avec l'océan, on peut aussi relever qu'une des trois mamies a très peur de l'eau, et voit en Ponyo, le poisson au visage humain, le présage d'une terrible catastrophe. Et le film va lui donner raison, car sous ses airs de conte enfantin, le film Ponyo cache en réalité de terribles visions. Toujours selon l'autrice Suzanne Napier, Ponyo est une version extrême du paradigme narratif le plus courant dans le monde de Miyazaki. Un événement provoque la fin du monde, en l'occurrence un gigantesque tsunami, et le film montre des enfants réussissant à surmonter l'épreuve grâce à un mélange de persévérance, de courage et de curiosité. Cependant, contrairement aux précédents films de Miyazaki, les calamités montrées dans Ponyo ne sont pas dues, directement en tout cas, à la guerre ou à la technologie. Elles sont le produit, comme dans La Tempête, de la magie et de la passion. L'autrice rapproche les événements qui sont racontés dans Ponyo et la triste catastrophe qui est arrivée à Fukushima en 2010. Seulement 2 ans après la sortie du film, un puissant séisme et le tsunami qui s'ensuivirent balayèrent la ville de Fukushima au nord-est du Japon, tuant plus de 15 000 personnes et poussant plusieurs centaines de milliers d'autres à l'exil. Le cataclysme provoqua d'abord la fusion des cœurs des réacteurs à la centrale nucléaire de la région, puis causa ensuite des radiations que l'on s'efforce encore aujourd'hui de nettoyer. Ce triple désastre qui a traumatisé le Japon et épouvanté le monde entier a été un avertissement pour Miyazaki, le signe que d'autres catastrophes étaient à venir. Le film prend lui aussi des airs d'avertissement. Même s'il se termine sur une note cathartique, avec la restauration de l'équilibre de la nature, tout ce qui précède nous montre un monde hors de contrôle, où la nature et même le temps semblent distordus. Miyazaki nous fait nager en eau particulièrement trouble. Alors, jusqu'à présent j'ai fait une analyse plutôt thématique du film, mais il faut que nous revenions plus en précision sur le dernier acte de Ponyo. Car Ponyo sur la falaise recèle dans sa fin une ambiguïté curieuse pour celui qui décide d'y regarder de plus près. Comme évoqué plus tôt dans la vidéo, lors de la deuxième moitié du film, Ponyo et Sosuke partent à la recherche de Lisa, la mère de Sosuke. Les eaux ont englouti le village et les poissons préhistoriques de l'époque du Dévonien peuplent à nouveau la mer. Ils nagent paisiblement au milieu des restes de la civilisation moderne. Le film nous présentait déjà des visions d'apocalypse avec le tsunami et ses vagues en forme de poissons, le cimetière de bateaux dans lequel se retrouve Koichi et la lune terriblement proche auquel lui et les marins sont confrontés. Mais à partir de la traversée en bateau de Ponyo et Sosuke, le film va enchaîné entre deux représentations majeures. Les visions apocalyptiques plus ou moins explicites d'un côté, et les manifestations de l'harmonie et de la réconciliation entre les mondes de l'autre. Si on prend le bateau du jeune Sosuke voguant sur la mer du Dévonien, cela nous renvoie au rôle symbolique que possède le bateau dans les deux religions majeures du Japon. Dans le shintoïsme d'abord, la religion animiste du Japon, qui présente une constellation d'esprits, de démons et de divinités nommées kami ou yokai, le bateau est souvent représenté lors des matsuri, qui sont des festivités locales célébrant la vie. Alors que dans l'autre religion du Japon, le bouddhisme, les bateaux sont les véhicules emmenant les corps vers l'autre monde. On retrouve cette ambiguïté dans l'imagerie de la fin du film, qui oscille entre le festif et le tragique, entre un monde mortifié et un monde plein d'espoir. Il y a un moment de bascule dans le film. Lorsque le bateau du jeune Sosuke rétrécit, car Ponyo, à force d'être en contact avec des humains, perd progressivement ses pouvoirs. On ressent à ce moment-là de l'intrigue que c'est la magie elle-même qui est en train d'abandonner nos deux protagonistes. Une fois arrivé sur la terre ferme, Sosuke reconnaît la voiture de sa mère et la cherche. En vain. Ému par cette disparition, il se met à pleurer. Mais Ponyo le rassure et ensemble, ils se lancent à sa recherche. C'est à ce moment-là que les deux jeunes enfants vont se confronter à un tunnel, qui n'est pas sans nous rappeler le tunnel du voyage de Chihiro. Sauf que contrairement à ce dernier qui fait le lien entre le monde réel et le monde magique, selon une logique de conte de fées que n'aurait pas renié Lewis Carroll, le tunnel de Ponyo
évoque le passage vers le monde des morts. Une fois ce tunnel franchi, avec une certaine appréhension pour Ponyo et avec un certain calme par Sosuke, le film nous livre ses dernières images. Des fauteuils de grand-mère vides, une bulle sous la mer, dans laquelle se trouve un jardin, et les grands-mères ayant retrouvé miraculeusement l'usage de leurs jambes. Cette bulle évoque selon moi une sorte de jardin d'Éden, un paradis, et donc ce qu'il y a après la mort. Cette scène fait écho aux mots prononcés plus tôt dans le film par la déesse de la mer elle-même. Tout est né de l'écume et retournera à l'écume. Dans ce havre de paix, Sosuke va pouvoir retrouver sa mère ainsi que la déesse Granma Mare, la mère de Ponyo, avec qui Lisa semble parler longuement afin de faire une sorte d'arrangement. Après cette conversation maternelle, la déesse s'entretient avec les deux jeunes tourtereaux et leur fait passer un pacte. Ponyo pourra rester humaine à condition que Sosuke l'aime telle qu'elle est, dans sa nature de fille poisson. Quant à Ponyo, elle promet de renoncer à ses pouvoirs et d'aimer les humains. Même si cette fin a des airs de happy end de conte de fées, en réalité, il n'en est rien. Car si je dois vous le rappeler, un tsunami a décimé la quasi-totalité des habitants du village et a englouti toute la ville, laissant le jeune Sosuke orphelin. Les dernières minutes du film sont très vraisemblablement une allégorie de la mort et du passage vers l'autre monde. Le film a donc une fin plus pessimiste que joyeuse dans l'ensemble, même s'il se termine par un baiser et une touche d'espoir quant à la réconciliation entre les deux mondes. Pour conclure, Ponyo sur la falaise est un chef-d'œuvre d'animation, au style enfantin certes, mais aux thématiques profondes. Il y est question de la responsabilité humaine vis-à-vis de la nature et des océans en particulier. Le récit traite également des multiples relations et se fait de cette manière le miroir de la société japonaise moderne, en nous présentant des personnages variés avec les thématiques indispensables à Miyazaki et une histoire d'amour entre deux enfants qui met d'autant plus en relief toute la noirceur d'un monde subissant une terrible catastrophe naturelle. Le film nous montre, au travers de sa fin, toute la maestria narrative dont l'auteur est capable, en nous offrant deux niveaux de lecture et en laissant le soin au spectateur d'interpréter comme il le peut, ou bien comme il le souhaite, la fin de cette histoire fantastique racontée à hauteur d'enfant, dont on ne sait pas réellement si les événements se sont réellement produits de cette manière, ou s'ils sont la projection de l'imaginaire de deux enfants vivant des événements traumatisants. J'ai longtemps retardé mon visionnage de Ponyo sur la falaise. Tout simplement parce que je pensais ne pas être le public cible et que le film ne m'intéresserait pas. Eh bien, je me suis bien trompé. Car il s'agit d'un film somptueux et aux thématiques très intéressantes qui m'a profondément touché. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en enfance et à la fois j'ai réfléchi, et c'est ce que j'aime dans les films, c'est lorsqu'il y a plusieurs niveaux de lecture et une densité insoupçonnée. Et je peux vous dire aujourd'hui que Ponyo trône fièrement dans mon top 3 de mes Miyazaki préférés, juste derrière Le Château Ambulant et Princesse Mononoke. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, à commenter cette vidéo pour mettre en avant mon travail. Et surtout, restez curieux car les grands films peuvent surgir de n'importe où et à n'importe quel moment. C'était Yugi, tchuss.